Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi 19h-21h, 18h-20h, Greenwich Mean Time. Dans le cadre du développement de la filière avicole camerounaise et de la diversification des fournisseurs d'intrants, j'ai l'honneur d'accepter l'importation des produits et sous-produits aviaires du Brésil, dans le respect des exigences sanitaires et zoosanitaires du Cameroun et du Brésil, selon les normes de l'Organisation mondiale de la santé animale, OIE. Fin de citation. Écrivait le ministre de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales, Dr Taïga, à travers cette correspondance à l'ambassadeur du Brésil au Cameroun, marque l'accord du gouvernement du Cameroun pour l'importation des produits aviaires venant du Brésil. Selon les normes de l'OIE, les produits et sous-produits doivent provenir d'un pays indemne de la grippe aviaire. C'est le cas du Brésil. Cette autorisation intervient 4 mois après l'interdiction des importations de poussins d'un jour et des œufs à couver pour se prémunir de la grippe aviaire apparue dans quelques pays d'Europe et d'Asie vers la fin de l'année 2020. Alors que la vente du poulet congelé est interdite dans le pays depuis 2006, celui-ci a continué quand même à se vendre sous cape dans nos espaces marchands. Si le Cameroun, à travers cette mesure d'importation des poussins et des œufs à couver, souhaite résoudre le problème de pénurie, il n'en demeure pas moins que cette décision met à mal la filière avicole locale. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Cédric Noufélé. Tout de suite après, ce sera le débrief du journal. La crise sanitaire, le poulet congelé revient. Pour en parler, nous avons invité en plateau ce soir Martin Zan. Bonsoir Martin. Bonsoir à tous. Bonsoir Serge Alonto. Bonsoir à toutes les populations du Cameroun et en particulier les populations de Wanted dans l'arrondissement de Nkolmetet. Bonsoir, bienvenue. Albin Domo-Toubin, bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à tous vos millions de téléspectateurs, bonsoir également à tous vos panélistes. Je voudrais singulièrement adresser un bonsoir spécial à toutes les populations de Tchang qui me regardent en ce moment. Donc tout Tchang regarde en ce moment? C'est la messe du soir, donc c'est le moment le plus indiqué pour les populations, puisque après le moment le plus attendu de la journée. C'est le moment le plus attendu parce qu'après une journée de dur labeur, les populations rentrent et une fois qu'ils rentrent, ils vont à la messe. Et la messe, c'est Equinox Soir. Voilà, bonsoir Mary Queen, voilà. Maridou, bonsoir. Bonsoir à tous les Camerounais. Bonsoir à toutes les bailles ambulantes du marché de Bonomou-Sadi qui se meuvent tous les jours sur la pluie et sur le soleil pour nous produire de quoi manger. Et bonsoir aussi à tous ceux qui sont actuellement couchés sur les lits des hôpitaux, qui souffrent de la pandémie, qui menace tout le monde entier. Et bonsoir à tous les téléspectateurs de Equinox Soir, ainsi qu'à tous les panélistes et tous les membres d'Equinox Soir. Merci. Voilà, merci Maridou. Edmond Kioté, bonsoir, bienvenue. Merci Serge Alain, bonsoir et bonsoir à tous les copanélistes ainsi qu'à tous les téléspectateurs d'Equinox Soir. Merci pour l'invitation. Edmond Kioté, j'ai l'honneur d'accepter l'importation des produits et sous-produits aviaires du Brésil. En français, facile. En français facile, ça veut tout simplement dire qu'on revient au statu quo ante, c'est-à-dire qu'après le combat acharné, celui à qui je veux rendre un vibrant hommage ce soir, Bernard Djongan, je suis au regret de constater que même dans sa tombe, on va pas permettre à son âme de reposer en paix. Le docteur Taïga vient décidément de lui asséner encore un coup de couteau même dans sa tombe, parce que nous connaissons tous le combat acharné qu'il a mené pour limiter ou alors pour, n'est-ce pas, sur soi arrêter définitivement
n'est-ce pas, l'importation des produits surgelés. C'est de ça dont il est question. Hein. Ce sont les poulets, ce qu'on appelle trivialement le poulet congelé. Alors, il faut le noter, c'est des produits qui échappent à tout contrôle sanitaire, de manière hygiénique et sanitaire. Ça échappe à tout contrôle. Vous avez souvent vu des vidéos sur la toile où des gens essayaient d'injecter des produits dans des poulets pour essayer soit de les pomper encore un peu plus, soit de maintenir une certaine, n'est-ce pas, délai de validité. Donc c'est un secteur qui est assez compliqué. Mais il faut dire qu'au-delà de cela, ce qui est en cause ici, c'est quoi, Alain? C'est qu'il faut comprendre que décidément, notre gouvernement a décidé de tuer toutes les chaînes de valeur qu'on peut mettre en place chez nous pour essayer de soutenir un peu notre économie. Il faut savoir que le secteur avicole, la filière avicole qui participait déjà dans les années 2000 à un certain pourcentage dans notre PIB a connu, n'est-ce pas, un coup dur après le passage de la grippe aviaire. C'est-à-dire que les gens ont été obligés de détruire des cheptels importants de 40 000, 50 000, 100 000, n'est-ce pas, têtes. Et après, il faut dire que le gouvernement n'a véritablement rien fait pour leur apporter, pour les accompagner. Ouais. Vous avez des personnes... On a parlé de beaucoup de suicides. Non, mais vous avez des personnes qui se sont suicidées parce qu'il faut savoir que pour maintenir, n'est-ce pas, un secteur comme celui-là, pour faire produire un cheptel, par exemple, de 100 000, ce sont des crédits qu'on emprunte auprès des banques, ce sont des crédits qu'on emprunte dans des tontines, ce sont des crédits qu'on prend auprès des fonds indiciels et tout cela. Et donc, lorsqu'on vous oblige, n'est-ce pas, après... suite à une épidémie comme la grippe aviaire, à abattre 100 000, 200 000, 300 000, et qu'après, il n'y a pas moins de mesures d'accompagnement de la part de l'État. L'État n'a rien fait, on a abandonné tous ces gens. Il y a des gens qui se sont suicidés, d'autres qui ont été obligés de quitter le pays, et d'autres qui ont tout simplement disparu de la surface. Le secteur aujourd'hui est abandonné, tombé. Il n'y a plus rien. Et il faut le dire, j'ai vu que le chef de l'État avait, dans une lettre, n'est-ce pas, commise par le secrétaire général à la présidence, le Mineta, secrétaire général à la présidence, ordonné qu'il y ait un audit sur la gestion des fonds Covid. Mais je voudrais dire au chef de l'État ce soir qu'il y a beaucoup d'audits à faire dans ce pays. Parce que voyez-vous, il me souvient que l'État avait mis beaucoup d'argent pour mettre en place des chaînes d'abattage industrielles. Il y a une chaîne dans le sud-ouest, il y a une chaîne dans le sud, et il y a une chaîne, n'est-ce pas, à l'ouest. J'ai dit des chaînes d'abattage complet, avec jusqu'à l'ensachement, le conditionnement et tout. Aujourd'hui, c'est abandonné, ça ne sert à rien. Alors on n'en parle pas. Hein. On n'en parle pas. Il faut des audits aussi. Mais il faut faire des audits partout dans ce pays. Mais il y a tellement d'audits à faire dans ce pays pour que les gens nous disent comment est-ce qu'ils ont utilisé l'argent de ce pays. Je vous dis, c'est des chaînes d'abattage complets. Mais comment vous pouvez, dans une filière comme celle-là, penser à aller faire des traitements en aval, alors qu'en amont, il y a beaucoup à faire. On aurait pu mettre une partie de cet argent parce que jusqu'aujourd'hui, cette chaîne de valeur-là, dans la filière avicole, n'arrive pas à être souveraine et indépendante, tout simplement parce que tous ceux qui produisent, tous les acteurs sont obligés d'importer les poussins. Alors que tout simplement, il suffisait d'investir pour mettre en place des incubateurs pour produire les poussins sur place. Ça aurait pu faire l'affaire de tout le monde. Au lieu de cela, on est allé investir dans des chaînes, n'est-ce pas, d'abattage qui aujourd'hui ne servent à rien et à personne. Parce que pour exploiter véritablement une chaîne, n'est-ce pas, d'abattage comme cela, il faut avoir des productions importantes. Parce que après la chaîne, vous n'allez pas faire tourner une chambre froide pour ne pas conserver grande chose. Vous n'allez pas faire tourner une chaîne d'abattage pour ne pas abattre grande chose. Et donc, c'est des choses qui se tiennent. Au lieu qu'on mette sur place un incubateur pour chauffer les œufs et produire des poussins, on ne l'a pas fait. On est allé mettre une chaîne d'abattage. Aujourd'hui, personne ne pose la question. Qu'est-ce que ça devient? Après que, n'est-ce pas, la filière ait connu un grand coup après le passage de la grippe aviaire, qui était, il faut le dire, j'en ai parlé de son vivant avec Bernard Djongan. On en a discuté pendant longtemps. C'était un grand frère. C'est pour ça que je profite pour lui rendre un vibrant hommage ce soir. On en a discuté. Il a pensé, il me l'a dit, cette grippe aviaire, c'était imaginé, il y avait une volonté, n'est-ce pas, de tuer ces secteurs. On a tué ces secteurs, je le dis, ce sont ses mots à lui, c'est quelqu'un qui était, n'est-ce pas, vous le savez, il était très au fait, n'est-ce pas, des questions d'agriculture, d'élevage et autres. Et donc, lui, il pensait que c'était une grippe aviaire imaginée, c'était une façon de tuer le secteur. Aujourd'hui, je suis presque d'accord avec lui.
Parce que partout ailleurs, on a vu, même en Europe, on a vu lorsque une épidémie comme ça passe et oblige les acteurs, n'est-ce pas, à souffrir un peu, on voit après qu'il y a tout de suite des mesures d'accompagnement. L'État essaye de faire des subventions pour leur permettre, n'est-ce pas, de relancer la filière. Au Cameroun, rien. Et aujourd'hui, on vient, au lieu de permettre à ces gens qui essayent encore d'aller prendre de l'argent, on ne sait où, ceux qui essayent encore d'émerger, voilà qu'on va encore venir submerger le marché, qu'on va encore venir empoisonner le marché avec cette histoire de poulet surgelé. Je regarde les Camerounais, il n'est pas question qu'on accepte encore, n'est-ce pas, cette autre forfaiture de trop. Nous ne voulons pas de ces produits-là. Il faut dire au ministre Taiga vraiment qu'il retire sa note très rapidement, parce que les Camerounais aujourd'hui, non mais écoutez, nous en avons plus que marre qu'on nous impose des choses qui ne nous arrangent pas. Je pense qu'à la fois, il est question de protéger cette filière-là qui participe activement à l'économie, n'est-ce pas, nationale et qui permet aux gens, n'est-ce pas, de se nourrir. Il est question également de faire manger aux Camerounais sainement. Nous ne voulons pas de ces produits-là qui viennent nous empoisonner. Nous avons déjà trop de problèmes. Nous n'en voulons plus. Ok, Martin Zan, cette ouverture, hein, le pouvoir public justifie cette ouverture par le fait qu'il y a un problème qui se pose. Il y a une pénurie due peut-être à une certaine mesure à cette pandémie qui nous frappe depuis bientôt un an. Effectivement, le docteur Taiga prend des mesures, il prend une mesure gouvernementale, n'est-ce pas, pour remettre les équilibres, pour, n'est-ce pas, donner à manger aux Camerounais, pour qu'il y ait l'accessibilité à la viande, à la volaille. Mais il faudrait qu'il comprenne qu'il y a d'autres enjeux, que le docteur Taiga comprenne qu'il y a d'autres enjeux. Il s'agit là de notre économie et de la santé des Camerounais. Nous n'allons, n'est-ce pas, prendre ces produits qui viennent parfois des pays douteux, des pays dont on ne sait quel est le niveau, n'est-ce pas, d'hygiène, du sanitaire dans ces pays. Nous avons vu en 2019, la production carnée au Cameroun était de 71%. Donc la viande, la volaille et, n'est-ce pas, du bœuf était à 71%. Donc la volaille seulement, elle était de 103 tonnes. 103 tonnes, la production camerounaise. Alors, il ne faudrait pas qu'on laisse cette production et de venir avec la volaille importée. Plutôt, il faut résoudre ce problème à la base. Faire, n'est-ce pas, asseoir une politique qui nous permet de relancer la filière avicole. Plutôt que d'importer de la volaille qu'on soupçonne peut-être qui pourra peut-être donner des maladies comme le cancer. Nous en regardons dans des télévisions étrangères. Il y a d'autres pathologies qui peuvent, n'est-ce pas, découler de ce genre de la consommation de cette volaille-là. Donc moi, j'inviterai humblement le docteur Taiga à faire profil bas, à repenser. C'est un ministre, il a des conseillers. Comment ils ont pu, n'est-ce pas, arriver à ce niveau? Parce que là, il s'agit maintenant de la politique économique du chef de l'État. Le chef de l'État, n'est-ce pas, lance une politique économique, il définit la politique, il sécurise les Camerounais, il assure la santé des Camerounais. Il ne faudrait, n'est-ce pas, que le docteur Taiga aille, n'est-ce pas, contre les instructions du chef de l'État, comme quoi nous devons décoller sur le plan économique, et nous devons aussi avoir des Camerounais bien portants, parce que pour avoir une bonne politique, pour assurer une bonne politique, que ce soit la politique elle-même, que ce soit, n'est-ce pas, la politique économique, ou que ce soit, n'est-ce pas, le social, il faudrait qu'on ait des Camerounais en bonne santé. Donc j'invite donc le docteur Taiga à refaire profil bas et à voir que nous devons sauver l'économie camerounaise, la santé camerounaise, et alors relancer Docteur la filière. vous avez suivi Edmond Kouyaté. Lui, il a pris une image d'abord, hein, entrée de jeu. Il y a la disparition de Bernard Djonga. Vous dites le timing déjà, ça intervient après quelques semaines après le décès de Bernard Djonga. Il y a un lien avec la disparition de Bernard Djonga et cette mesure? Serge Alain,
en tant que Pour faire souverainiste... simple, de son vivant, est-ce que, Bernard Dionga vivant, est-ce qu'une décision comme celle-ci pouvait être prise sans qu'il y ait de remous? Il est difficile de parler des questions d'élevage, bref, d'une manière générale, de l'agriculture dans ce pays, sans faire allusion de cet illustre personnage qui nous a quittés. Tellement ses travaux sur la question, ses conférences, ses débats sur la question et la fougue, son engagement pour voir les Camerounais manger sainement et surtout de façon équilibrée sont tels que aujourd'hui il nous est impossible de ne pas parler de lui. C'est la raison pour laquelle je souscris entièrement à la thèse de M. Kouyaté, qui voudrait rendre d'emblée un hommage à ces personnages avant de faire son développement. Maintenant, je voudrais dire que est-ce qu'il y a un problème, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un déficit? Il faut d'abord se poser cette question. La réponse, point de faire appel au Brésil. La réponse c'est oui, il y a un déficit. Maintenant, comment on résout le déficit? C'est à ce niveau que le problème commence à se poser. Oui, commence à se poser et les solutions que l'État a apportées, est en train d'apporter avec la correspondance du ministre Dr Taïga, c'est ça qui devient problématique. Parce que, je vais m'expliquer. Premièrement, je ne crois pas que ce soit le moment vraiment pour nous de nous offusquer du fait qu'on ait envie d'importer les poulets de l'étranger. Non. Le Cameroun a un problème tout comme l'Afrique. C'est-à-dire la négation des solutions internes à la solution, je veux dire des solutions internes à la résolution des problèmes qui se posent à lui. Déjà la question des œufs. Nous importons déjà les œufs que nous chauffons pour produire les poussins d'un jour qui par la suite sont élevés et consommés en chair comme on a l'habitude de dire. Déjà au niveau de la production de ces œufs, nous n'avons aucun contrôle ni au niveau de la production ni au niveau de leur transport. Le seul moment où nous intervenons, c'est lorsque les importateurs de ces œufs sont en train de les chauffer et ensuite les éclore et nous mettre ça à la disposition. Donc moi je pense que si nous voulons véritablement créer notre souveraineté sur la question, nous devons d'abord prendre les dispositions qui nous permettent de produire les œufs fécondables au niveau national. C'est à partir de là le socle de l'expression de notre souveraineté. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, on parlait de Dionga, de l'ingénieur, homme politique, directeur de publication de La Voix du Paysan. Et ses multiples combats sur la question. Qu'est-ce qu'il explique? Il explique, par exemple, que nous avons un pays qui est un vaste marché de consommation du poulet de chair. Ce pays n'a pas de poulet de chair. C'est un problème. Comment il résout son problème? L'État ainsi que les particuliers doivent se mettre ensemble, il doit avoir une synergie d'action pour que ces derniers puissent produire au niveau local le poulet de chair disponible pour la consommation. Sauf que, qu'est-ce qu'on va observer? On va observer que, d'ailleurs, il faut signaler qu'il dit cela a un triple avantage au moins. Le premier avantage que cela a, c'est que ça relève lorsqu'il y a production locale, il y a relève également de notre balance commerciale parce que chaque fois que nous sortons de l'argent pour acheter des tonnes, parce qu'il évalue à des centaines de milliers de tonnes de poulet, les problèmes, le déficit qu'il va falloir combler. Lorsque nous sortons cet argent et que nous mettons à la disposition de l'étranger, ça pèse sur notre balance commerciale. Monsieur Kouyaté a également signalé le fait que nous n'avons aucun dispositif sanitaire qui nous permette de savoir si ce que nous importons est de nature à ne pas nuire à notre santé. Et le dernier point, c'est les PME. Parce que lorsque nous importons, nous sommes certainement en train de guillotiner ces PME, nous sommes en train de les tuer. Et donc, pour résoudre ce problème, je le dis, encourageons les solutions internes, soutenons ces solutions internes et n'ayons pas toujours la facilité parce que ceci est consécutif
au Covid. Mais déjà, lorsque le Covid est arrivé, qu'est-ce qu'on a fait? Très rapidement, on a croisé les bras, on est en train de prier pour que les Occidentaux réfléchissent sur les mécanismes. Et lorsqu'on dit il y a déjà un vaccin, tout le monde exulte, nous aussi. Qu'est-ce qu'au niveau local, nous avons fait en termes de propositions, de solutions? Et lorsque les solutions ont même été proposées, qu'est-ce que nous en avons fait? Je crois que vous avez organisé plusieurs émissions sur la question de Monseigneur Clédard et le Clédavite. Plusieurs solutions comme ça sont proposées, et sauf que ça n'émeut personne, et à la fin tout le monde attend que les solutions viennent de l'extérieur pour qu'on puisse consommer. On ne va pas toujours consommer les solutions qui viennent de l'extérieur. Soyons aussi ingénieux, soyons inventifs, et surtout considérons, lorsque les solutions viennent de l'intérieur, sur des problèmes qui sont internes. Et si vous permettez, je pourrais... Et c'est par exemple le cas avec cet ouvrage que nous avons proposé déjà en ce qui concerne le solutionnement de la crise anglophone à travers l'organisation d'une deuxième conférence de Fumban. Okay. C'est un ouvrage qui est disponible sur le marché depuis un peu plus d'un an. Voilà, Queen Mary Douala, vous, est-ce qu'il y a un véritable problème avec les produits surgelés? C'est un problème au niveau du marché? Ça passe ou ça passe pas? Les produits surgelés, encore appelés les poulets congelés. Oui. Moi, je pense que dans un pays, on a besoin de la concurrence. Le fait que le ministre ait signé un décret pour qu'on importe les poulets au Cameroun, je trouve ça, entre guillemets, pas mauvais, parce que... Il parle de diversification des fournisseurs d'intrants. Oui, il faut vraiment cette diversité dans le secteur commercial, sur le marché avicole au Cameroun. Mais elles m'ont parlé de la qualité. Est-ce que... J'y arrive, laissez-moi aller au bout de mon propos. Oui, nous sommes les mamans, nous allons de temps en temps au marché, oui, et nous voyons comment les poulets sont entretenus. Alors si on parle de la question sanitaire, je ne pense pas que l'hygiène est appropriée au Cameroun pour contredire les poulets qui viennent de l'extérieur. Parce qu'ici au Cameroun, si nous allons vraiment dans nos marchés, la manière avec laquelle les poulets sont tués ne nous donne même pas envie de les manger. Mais nous les mangeons parce que nous sommes des Africains. Il n'y a aucun entretien dans les marchés qui peuvent vraiment nous pousser à acheter ces poulets comme ils sont. Donc quand on est Africain, on mange n'importe quoi? On mange n'importe quoi. Comment ça? Mais si, on mange n'importe quoi, Pourquoi? Parce que les endroits auxquels ces poulets sont tués, vraiment, les odeurs qui sortent de là ne vous donnent même pas envie de les acheter. Nous les achetons parce que nous sommes des Africains et que on se dit qu'à rentrer à la maison, on va laver ça autrement parce que nous sommes des mamans, nous savons comment cuisiner. Alors, moi, je pense que dans un secteur qui est comme le secteur avicole, on a besoin de l'apport de toutes les parties prenantes. Les parties prenantes, c'est quoi? C'est pas seulement le ministre de l'élevage qui doit intervenir. Je pense que tout l'arsenal gouvernemental qui a trait à la vie et à la sécurité des Camerounais doivent intervenir afin que ce secteur soit encore plus florissant que sur le plan national qu'international. Parce qu'on a besoin de ces imports-exports pour que ceux qui importent les produits, ils payent la taxe. Ceux qui exportent aussi payent la taxe. Tout ça là concourt, c'est-à-dire à faire tourner l'économie d'un pays. Donc nous ne devons pas être réfractaires des produits qui viennent de l'extérieur. Nous devons plutôt essayer de voir au niveau de la douane comment contrôler ces produits. Et comment contrôler ces produits? Il faut déjà qu'il y ait des formations professionnelles au sein de l'étatique qui permettent aux enfants ou bien aux messieurs qui sont là pour contrôler les choses qui viennent de l'extérieur. Nous avons besoin de ces formations. On appelle ça les formations en qualité hygiénique, en qualité. Donc on a besoin de tous ces gens pour pouvoir maintenant vérifier ce qui rentre au Cameroun. Et je pense que nous avons par exemple le lycée technique de Yabassi qui forme des enfants qui sont prêts à travailler. On peut leur permettre d'aller s'exercer au niveau de la douane. Voilà par exemple une porte qu'on ouvre pour le travail pour les Camerounais, puisque nous n'avons pas la possibilité de faire un contrôle automatique. Nous pouvons faire des contrôles manuels. On utilise ces enfants peut-être
au temps où ils sont de repos pour aller contrôler ces produits avant de mettre ces produits sur le marché. Nous ne devons pas seulement être réfractaires sur les importations parce qu'on a besoin de la concurrence. Parce que s'il n'y a pas cette concurrence, même ceux qui fabriquent, qui élèvent les poulets sur le plan national, ils vont le vendre c'est-à-dire un poulet qui ne pèse même pas 1 gramme, on le vend à 2500 francs. C'est pour cela que moi, en tant que femme, moi je suis pour la concurrence, parce que la concurrence est importante. Quand il y a la concurrence dans un secteur, ça permet aux end-users, aux clients, de faire un choix. Donc moi je pense qu'on doit plutôt renforcer les mesures d'hygiène au niveau de la douane et maintenant faire en sorte qu'on essaye d'acheter des incubateurs. Et on met ça à la disposition des éleveurs. Et que l'État aussi accompagne ceux qui font l'élevage. Parce que l'élevage qu'on fait au Cameroun aujourd'hui, c'est l'élevage de premier degré. Nous ne faisons pas l'élevage industriel. On doit plutôt essayer de doter, de donner des moyens financiers à ceux qui exercent ce métier et de les encadrer. Surtout en organisant des séminaires, en essayant aussi de valoriser ce secteur, c'est-à-dire sur le plan international. Ça ne doit pas seulement être, c'est-à-dire un secteur qui est seulement qui est pour les pauvres. Parce que quand on regarde bien ceux qui sont des éleveurs, on a l'impression que ce sont des pauvres. Mais ce ne sont pas des pauvres, c'est parce que il n'y a pas une réforme structurelle au niveau de ceux qui travaillent, qui font cet élevage. Je pense que l'État doit accompagner, et par exemple le ministère des Affaires sociales doit accompagner par exemple les femmes qui sont dans les zones enclavées pour qu'elles puissent c'est-à-dire mettre en valeur ce qu'elles font. Ok. Edmond Kouyaté, il y a pénurie, on a fait un constat du fait de cette pandémie. Qu'est-ce que, lorsqu'il y a un problème comme celui-là se pose, qu'est-ce que le politique fait? Est-ce que le ministre n'a pas agi en tant que politique? Je voudrais dire une chose, j'ai entendu Maridou dire des choses. Si je ne la connaissais pas, j'aurais tenu des propos un peu caverneux. Mais je crois que la connaissant, je vais être un peu modéré, mais je crois qu'elle a dû renverser plusieurs Africains qui nous suivent en ce moment sur leur chaise, en laissant croire que l'insalubrité et la saleté sont consubstantielles à la nature africaine. Non, il ne faut pas dire des choses comme ça. Et je crois qu'elle a un peu excellé dans le mélange de genres en disant des choses qui ne sont pas très cohérentes et très correctes. Mais bon, je connais bien Maridou, je crois que peut-être que... Qu'est-ce que je n'ai pas dit de cohérent? Il y a eu peut-être des mélanges, des mots ont dépassé un peu son esprit, je préfère me limiter à cela, mais juste pour dire que premièrement, lorsqu'on parle de la concurrence en matière de compétitivité, de concurrence, ce sont des notions qui sont assez maîtrisées, il faut savoir de quoi on parle. La concurrence, pour booster l'économie, ce n'est pas en important. Parce que lorsque vous importez, vous tuez l'économie nationale. Vous ne faites aucune concurrence de cette façon-là. C'est ce qu'on appelle, en d'autres termes, la concurrence déloyale. Parce que nous, en économie, nous parlons même du protectionnisme. Nous revendiquons le terme de protectionnisme parce que nous pensons qu'il faut mettre en place des mécanismes qui protègent la production nationale. Et nous pensons que la première sécurité est la sécurité alimentaire. Et la première sécurité ne peut être faite que de manière souveraine. Donc si vous devez dépendre des autres pour manger, vous comprenez qu'il y a problème. Parce qu'il peut arriver que pour une raison ou pour une autre, cette personne ne soit plus capable de vous fournir. Et alors qu'est-ce que vous faites dans ce cas? Vous avez vu qu'en 2008, on a parlé de la crise, des émeutes de la faim. Tout simplement parce que pour un léger problème, les gros importateurs, les gros exportateurs, autant pour moi, de blé et de maïs et de farine, n'étaient plus capables, n'est-ce pas, de subvenir aux besoins du marché international et qui a eu triplement, n'est-ce pas, des prix de pain et des autres dérivés du blé. Donc il faut aborder ces notions avec beaucoup de prudence. Mais je vais dire, Monsieur Edmond Kouyaté, permettez, Maridou. Monsieur Edmond Kouyaté, je suis une mère et je suis une femme qui va au marché. Permettez, Maridou, ce que je vais dire, lorsque vous évoquez par exemple le problème, n'est-ce pas, d'insalubrité dans les marchés, je crois que tout simplement on devrait mettre à l'index le laxisme de nos mairies.
par rapport aux problèmes d'hygiène et de salubrité. Je dois vous dire que quand j'étais tout petit, il y avait un service d'hygiène qui faisait le tour des marchés et même des restaurants pour se rassurer. Si vous nettoyez bien les plats, ça n'existe plus aujourd'hui. Et même quand ça existe, c'est des gens qui passent. Donc vous convenez avec moi qu'il y a de l'insalubrité dans le marché. Permettez, Maridou, permettez. C'est pas un ping-pong. Vous voyez, on est en train de débattre, ce n'est pas un ping-pong. Ce que je veux dire, c'est que le problème d'insalubrité peut être résolu. C'est un problème, c'est une situation qui peut être résolue pour peu que les municipalités, les exécutifs, il y a juste un peu de volonté. Si on décide aujourd'hui de mettre, n'est-ce pas, en déploiement un service, les services d'hygiène, n'est-ce pas, qu'on paye, parce qu'il faut savoir qu'il y a une taxe qu'on paye à tout cela. Il y a une taxe d'hygiène et de salubrité que nous payons. Et donc, si on décide aujourd'hui de mettre cette taxe en valeur, en mobilisant, en déployant dans nos marchés des équipes d'hygiène et de salubrité pour contrôler les lieux d'abattage, ce problème va disparaître. Incorruptibles. Des équipes incorruptibles, parce qu'aujourd'hui, c'est des personnes... Des équipes. Il y en a, justement, il y en a, lorsqu'ils passent, pour un billet de 5 000 francs ou 10 000 francs, ça y est, basta, ils voient cela et ils prennent 5 000 francs et ils disent que c'est bon. Et si je vous mets à défi, allez vers ces gens, ils vont vous montrer une fiche en bonne et due forme, n'est-ce pas, de visite des équipes d'hygiène et de salubrité. C'est un problème de corruption que nous décrions tous et donc c'est un problème qui peut être résolu. On ne peut donc pas s'appuyer sur ça pour justifier, n'est-ce pas, qu'on importe plutôt, n'est-ce pas, des choses malsaines de l'extérieur pour venir nous inonder ici et détruire notre santé. Non, Maridou, je ne laisserai pas passer cela. Pour dire, Serge Alain, pour répondre à votre question, oui, c'est une question d'ordre permanente et constante pour un État de résoudre, n'est-ce pas, les insuffisances, les déficits en matière alimentaire. C'est une question constante et permanente pour tout État responsable. Parce que je vous ai dit que la première sécurité d'une nation, elle est d'ordre alimentaire. Vous savez le dicton qui dit « ventre affamé n'a point d'oreille ». Et vous savez très bien que lorsque les problèmes, n'est-ce pas, d'insuffisance alimentaire atteignent un point, commence à côtoyer l'asymptote, ce qui suit, c'est la déflagration sociale. Vous avez on a encore, n'est-ce pas, en esprit le cas de 2008. On a baptisé ça les émeutes de la faim. Nous en sommes plus loin. Parce qu'aujourd'hui, vous savez très bien que de tous les jours, on décrit, n'est-ce pas, les problèmes le problème de cherté de la vie. Il y a que les denrées alimentaires deviennent de plus en plus chères. Ce n'est pas seulement le poulet. Et donc, il faut permettre qu'on importe même du plantain, parce que les femmes vont vous dire aujourd'hui qu'un doigt de plantain commence à coûter 200 francs au marché. Les femmes vont vous dire cela. Vous êtes une mère, justement, vous devez témoigner qu'il n'y a pas que le poulet qui manque sur le marché. Même le plantain devient rare sur le marché. Même le macabo devient rare sur le marché. Est-ce qu'on doit importer le plantain? On doit importer le poulet? Et donc, je disais, Serge Alain, que c'est une préoccupation permanente et constante pour chaque État qui se respecte de s'assurer, n'est-ce pas, qu'il y ait une sécurité alimentaire. Et la meilleure façon de le faire, que non, ce n'est pas d'ouvrir davantage le boulevard de l'importation, c'est de résoudre le problème de manière souveraine, de manière nationale. Je vous ai dit tout à l'heure que l'État a mis beaucoup d'argent pour mettre en place des chaînes d'abattage. Vous ne pouvez pas mettre des chaînes d'abattage sans vous poser la question préalable. D'où vont venir les bêtes qui vont être abattues? Sinon, c'est une incongruité économique. C'est une incongruité économique. Et donc, ce que Dr Taïga devait faire, s'il avait été un ministre conséquent, il devait inviter les acteurs, n'est-ce pas, de la filière et leur demander qu'est-ce qu'on peut faire pour vous accompagner. Au jour d'aujourd'hui, quel est votre problème majeur et crucial? On a, avec les explications du docteur Normo, on est d'accord pour dire que l'un des problèmes majeurs, c'est d'un, les œufs fécondables que nous ne trouvons pas sur place, de deux, les incubateurs qui n'y en a pas suffisamment. Maridou, je le dis encore, l'élevage, ce n'est pas l'affaire des pauvres. Je dois vous dire que l'une des plus grosses fortunes de ce pays, paix à son âme, Jean-Samuel Notchongwe, c'est un éleveur. Il a fait sa fortune dans l'élevage. Je n'ai pas dit que l'élevage, c'est pour les pauvres. J'ai dit qu'on traite les éleveurs des pauvres. Bon, c'est ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit j'ai dit, ce ne sont pas des pauvres. Et donc, l'une des plus grosses fortunes de ce pays, Jean-Samuel Notchongwe, paix à son âme, c'était un éleveur. J'en connais, ils sont plusieurs. Agrocam, c'était un éleveur. Et donc, je disais, au jour d'aujourd'hui, ce que le docteur Taïga devrait faire, c'est d'inviter
n'est-ce pas, les acteurs de cette filière-là pour une concertation et savoir quelles sont leurs difficultés. Comment est-ce qu'on peut faire pour qu'ils aient localement des œufs fécondables, pour produire localement des œufs fécondables? Parce que là où nous importons, les gens produisent, ça ne tombe pas du ciel. C'est pas comme si c'est un arbre qui tombait, qui était planté et qu'il n'y a que ça là-bas. Non, c'est des solutions qu'on peut résoudre sur place. C'est des solutions qu'on peut implémenter sur place, autant pour moi. Et donc, on peut implémenter sur place la solution de production des œufs fécondables. On peut ajouter, n'est-ce pas, à cette chaîne d'abattage qu'on a implantée dans 3 régions du pays, on peut à cela ajouter des incubateurs pour permettre de féconder ces œufs et de produire des poussins sur place. Et une fois qu'on peut produire des poussins sur place, je vous dis, on va booster la filière et les éleveurs, ils ne demandent que ça, ils vont se ravitailler sur place, ils vont produire sur place et le problème de pénurie ne se posera plus. Et donc, on ne peut pas justifier. Et donc, je vais vous poser une question, Serge Alain. Pourquoi le ministre oriente l'importation au Brésil uniquement? Il aurait pu tout simplement dire, bon, il y a une question de pénurie, j'ouvre le marché, importer. Pourquoi il l'oriente précisément au Brésil? Qu'est-ce qui fait problème avec le Brésil? Et donc, si vous menez une petite enquête, vous allez comprendre que derrière cette histoire, c'est du business. Et donc, on ne va pas sacrifier la santé des Camerounais sur l'autel du business. Nous demandons au docteur Taïga de faire rétropédalage et d'annuler tout simplement cette histoire-là. Docteur Tobin, face à ce problème de pénurie, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous, à la place du docteur Taïga, vous auriez pensé à quoi? Je permettais que je fasse d'abord une petite mise au point. Je ne suis pas encore docteur, mais ça va arriver. Dans la foulée, docteur Taïga. Oui, c'est que à force de dire docteur Taïga, on risquait de finalement appeler tout le monde docteur. Or, c'est un titre que les universitaires chérissent avec beaucoup de jalousie. Donc, je dois pouvoir les respecter pour cela. Moi, je n'aimerais pas être à sa place. Je n'aimerais pas être à la place du docteur Taïga parce que la solution qu'il propose, elle est très mauvaise. Elle est très mauvaise, mais elle est surtout, c'est un peu comme de l'agitation au moment où les choses se faisaient tout calmement. Parce qu'il faut d'abord dire aux Camerounais que il y a toujours eu, depuis 2006, je crois, mars 2006, où le poulet a été officiellement, le poulet congelé a été officiellement retiré du marché à partir des combats des grands hommes que dont nous avons cité un, à savoir Djonga. Il y a toujours eu le poulet. Et les femmes, comme les Marido, ont toujours acheté du poulet congelé. Et rien ne nous prouve que ce poulet que nous consommons congelé sur nos marchés est de production locale. Il y a toujours eu, et il aurait tout simplement pu se taire pour que l'opération se poursuive comme ça se faisait. Il y a un peu eu de l'agitation. Donc, il y a toujours eu de poulet congelé sur le marché. Je voudrais que ce soit retenu comme ceci et que si nous voulons véritablement résoudre le problème, la première des choses, première politique, mise sur pied du dispositif de production des œufs fécondables. Devons d'abord produire les œufs fécondables. Il y a un autre problème que Marido a posé, qui est le problème de salubrité sur nos marchés. Je voudrais dire, est-ce que les marchés existent même? Parce que lorsque vous allez dans ce qui tient lieu de marché, c'est juste des couloirs, parfois les bordures des routes. J'étais par exemple à PK14 tout à l'heure, où c'est juste les bordures des routes qui ont été occupées de façon spontanée par des personnes. Et quand vous passez justement, cette eau de nettoyage des poulets ruisselle sur la chaussée et vraiment... heureusement que nous avions le cache-nez en passant par là, ça a rendu un double service. Ça nous a rendu un double service? Protection contre Covid et protection contre ces odeurs très nauséabondes qui découlent de ces marchés, de ces écoulements. Donc il y a un problème. C'est toute une chaîne qui est grippée, c'est toute une chaîne qui est malade. Il va falloir des œufs fécondés à la distribution sur nos marchés. Merci. Dans un instant, le 20h. Il est déjà là. Bonsoir Cédric. Au menu ce soir.
Bonsoir Serge Alain, bonsoir aux invités. Ce soir, nous parlerons de cette pénurie d'eau observée dans la ville de Douala. Dans plusieurs quartiers, il ne se passe pas un jour sans que les populations soient confrontées à une coupure prolongée d'eau, à tel point que la Camorata a décidé de programmer ces coupures, déplorant elle aussi une coupure d'électricité à la station de Yato qui va impacter dès demain plusieurs quartiers dans presque toute la ville de Douala, une réalité que vivaient déjà les populations dans d'autres quartiers. Nous en parlerons dans le journal de 20h. Nous parlerons également ce soir de l'exploitation illégale du bois au Cameroun. La société civile continue de tirer la sonnette d'alarme, interpellant les pouvoirs publics sur l'absence de contrôle véritable des essences forestières exploitées illégalement dans plusieurs bassins de production au Cameroun et dans nos massifs forestiers. Nous ferons le point dans le journal de 20h. Et cette réaction du président ivoirien Alassane Dramane Ouattara qui affirme que Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, définitivement acquittés, peuvent rentrer en Côte d'Ivoire quand ils le veulent. Il s'est même engagé à prendre en charge les frais de déplacement de l'ex-président Laurent Gbagbo. Vous l'écouterez dans le journal de 20h. C'est Alain. Dans un instant, le 20h de Cédric Nouvelle. Retour sur le plateau Equinoxoir, deuxième partie, c'est le temps du débrief, toujours en compagnie de Martin Zan, Marido Queen, Mary Douala, Edmond Kouyaté et Albert Domo Tsobin. Madame, Monsieur, comme depuis quelques jours, nous prenons tout de suite la direction de Garoua où nous attend Bachir Wali, il est Wakali Garoua, il va nous expliquer à quoi ça renvoie. On m'a fait comprendre que c'est le Premier ministre de ce côté-là. Et vous savez, depuis la disparition du roi de Garoua, des questions se posent. Qui pour succéder à Alim Ayatou? Bonsoir Garoua, bonsoir Bachir Wali. Non, laissez, ils vont reprendre. Vous êtes là. Bonsoir Wali. Bonsoir Bachir Wali. Oui. Voilà, vous êtes, m'a-t-on dit, vous faites office de Premier ministre dans le gouvernement qui était mis en place par le Lamido Ayatou, Alim Ayatou, et le gouvernement, tous les ministres ont perdu leur portefeuille, mais vous êtes resté dans le gouvernement. Comment ça se passe? Comment les affaires courantes sont gérées depuis la disparition de Sa Majesté du Lamido Alim Ayatou? Comment ça se passe concrètement, Garoua? Justement, compte tenu de la tradition, en cas de vacances, c'est Wakili qui gère les affaires courantes. Donc, il n'est pas le Premier ministre, mais il est le vice. C'est lui qui représente le Lamido avec tout ce qu'il incarne, c'est-à-dire tout notable le représente sur son domaine. Le Wakili le représente sur tout ce qu'il incarne. Oui, bon, voilà. Comment les choses seront gérées? Qui peut prétendre succéder à Ali Mayatou? Tout prince est susceptible de poser sa candidature. Tous les princes? Tout le prince de Garoua est susceptible de poser sa candidature. Donc ce ne sont pas seulement... même les fils d'anciens Lamido peuvent prétendre? Exactement. Exactement. Ils ont le droit. Et ça va se passer quand, concrètement? Là, qui va convoquer cette assise-là où le successeur du Lamido Ayatou sera désigné? Ou bien il y aura élection? Comment ça va se passer? Non, il y aura consultation, pas élection, il y aura consultation. Mais je ne sais pas, ça dépend des autorités administratives. C'est-à-dire le préfet? C'est pas à notre niveau. Ça dépend du préfet? Les autorités administratives. Disons oui, parce que c'est lui qui coiffe. Ok. Dites-nous, le Rimbe, c'est quoi le Rimbe? Le Rimbe? Oui. Oh, ça c'est un mot peul qui veut dire que ce sont des gens qui ne sont pas
arrêtés par la conquête. Les Rimbe, donc c'est-à-dire c'est le Peul, en quelque sorte, c'est le mot voilé. Mais qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui concrètement? Vous avez reçu des délégations qui continuent de présenter les condoléances à tout le peuple de Garoua endeuillé? Oui. Presque tout le Cameroun est venu, de gauche à droite. Parce que c'était un monsieur très humble, c'était un monsieur qu'on doit respecter, considération, et tout le monde est venu. Et jusqu'à présent, on est en train de recevoir les gens. Mais seulement demain matin à 7h, on va faire la prière finale. Maintenant, cependant qu'on reste pour accueillir d'autres gens qui seront en retard. Ok, merci beaucoup Bachir Wali de nous avoir donné ces quelques éléments qui nous permettent de comprendre ce qui va se passer dans les tout prochains jours du côté de Garoua pour la succession du Lamido parti de regretter mémoire Halim Hayatou. Voilà, Martinsan, on parlait d'eau. Demain, 18 quartiers de Douala sans eau. Oui, c'est une situation que le ministre Gaston Elundu Essomba avait déjà décriée, je crois, la semaine dernière, où il parlait de la production d'électricité. Et la société, la Cameroun, semble aussi indiquer que c'est le manque d'électricité, les coupures intempestives d'électricité qui, n'est-ce pas, favorisent les coupures d'eau. Les raisons ont été évoquées par le ministre. On avait parlé de la Sonatrel qui était chargée du transport et des néos pour la vente. On les a, n'est-ce pas, indexés. Il revient donc aussi à ces deux sociétés de se recalibrer afin de fournir en quantité suffisante l'électricité à Yato, à la station de production de Yato, pour que la ville de Douala soit, n'est-ce pas, qu'on mette à la disposition de la ville et des populations de Douala de l'eau potable. Il revient aussi au directeur général de la Camwater de remettre sur pied la discipline, parce qu'on peut aussi avoir les cas d'indiscipline, des gens qui ne veulent, n'est-ce pas obéir aux instructions et décident par là, n'est-ce pas, de mettre en mal l'existence des populations camerounaises. Nous sommes sans ignorer que le chef de l'État veille sur la santé des Camerounais, la sécurité des Camerounais, et fixe des objectifs et donne des orientations. Il faut qu'on respecte ces orientations. Auquel cas, on sera, n'est-ce pas, sous le coup comme un acte administratif qui a été pris contre ceux qui ont géré le Covid-19. Il ne faudrait pas que d'autres personnes soient impliquées dans d'autres domaines. Voilà, Queen Mary Douala, demain c'est une journée un peu particulière. 18 quartiers qui risquent de ne pas être... On risque de voir l'eau courante ne pas couler, mais ce n'est pas un phénomène nouveau à Douala. La coupure de l'électricité, la coupure de l'eau ne sont pas nouveaux au Cameroun. Je reviens à dire ceci. Je veux ma petite monnaie. Je veux mon vaccin. Je veux l'électricité. Non, on ne mélange pas tout là. Je veux l'eau. Oui. Alors, je m'arrête à je veux l'eau. Dans un pays normal, on doit anticiper sur la fourniture de l'eau. Il est inadmissible qu'en 2021, que nous soyons encore en train d'avoir un déficit d'eau dans une ville comme Douala. Une ville qui est un conglomérat, qui a toutes les entreprises qui produisent de l'argent. Qu'est-ce qui manque à l'État camerounais de mettre en place l'énergie solaire? L'énergie solaire pouvait alimenter les ménages et l'énergie industrielle alimenter les sociétés qui fournissent, qui prennent de l'énergie en grande quantité. Nous regardons aujourd'hui, nous-mêmes qui travaillons dans les réseaux, nous avons des sérieux problèmes avec les problèmes d'électricité. Nos entreprises sont obligées d'acheter du carburant pour alimenter les sites que nous alimentons tous les jours. Il est inadmissible qu'il y ait des programmes qui ont été mis en place, il y a des projets qui ont été mis en place. Je prends l'exemple de Lompanga. Qu'est-ce que Lompanga fournit? Pourquoi jusqu'à présent le barrage de Lompanga n'arrive pas à fournir assez d'énergie? Est-ce qu'il est même fonctionnel? Parce qu'on ne parle même pas de ça.
Regardons un peu le problème de Kamwata. Comment se fait-il qu'une société comme Kamwata ne peut pas anticiper sur les coupures d'électricité, sur les coupures même de l'eau? Ils doivent anticiper. Pourquoi est-ce qu'ils ne mettent... Ils informent la population. Ils informent. L'information ne suffit pas. Moi aussi, je peux informer. Kamwata devait anticiper par rapport à ces coupures. Pourquoi ne pas, c'est-à-dire acheter des générateurs? S'ils ne peuvent pas avoir de l'énergie industrielle, pourquoi ne pas mettre des générateurs en place? Qu'en cas de coupure d'électricité, fini par Eneo, que les générateurs prennent les relais. Ils peuvent le faire. Pourquoi est-ce qu'ils ne le font pas? Est-ce que ce sont les moyens qui manquent? Atangana Kuna est en prison. Il était directeur de Kamwata. L'argent qu'il a pris, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas prendre cet argent pour acheter des générateurs, pour alimenter les Camerounais? Il est inadmissible que les gens volent l'argent. Et on pack ça quelque part, on ne peut pas récupérer cet argent pour que ça aide les Camerounais. Dans un gouvernement normal, moi je dis que nous les Camerounais, nous souffrons parce que nous voulons souffrir. Ce pays, c'est un pays où si tu ne réclames pas ton droit, tu ne l'auras pas. Parce que l'État camerounais n'est pas un État, je sais même pas s'ils tiennent compte de leur population. Il y a le choléra. Il y a le choléra. Ceux qui réclament depuis l'ont obtenu ce qu'ils réclament. Non, écoutez. Il faut que la réclamation soit populaire. Elle ne doit pas seulement être individuelle. Il faut que les Camerounais... Moi, je prends l'exemple des gars qui sont à Bépanda. Quand on coupe l'électricité à Bépanda, tu les vois tous dehors. Ils disent que nous voulons l'électricité. Quelques heures après, ils sont alimentés. Je ne suis pas en train de faire l'appel à l'insurrection. Arrêtez. Vous avez parlé. Vous aimez tout attribuer les mots aux gens. Écoute-moi ce que je suis en train de dire. C'est à cause de vous que le pays n'avance pas. Nous avons besoin de l'eau et de l'électricité. C'est la moindre des choses. Pour bien même faire 100 ans au pouvoir. Si nous donnons l'eau et l'électricité et l'école gratuite, vraiment nous n'avons même pas. Mais nous voulons... je ne sais pas de l'insurrection, c'est une réclamation. Vous savez parce que c'est que la réclamation et l'insurrection, c'est deux mots qui sont différents. Qui sont différents. C'est deux mots différents. Monsieur, laissez-moi aller au bout de mon propos. Je suis en train de dire ceci. Nous sommes dans un état répressif. Et quand on est dans un état répressif, la population aussi, laissez-moi parler, monsieur, il y a même quoi? La population aussi doit réclamer ses droits. Nous ne sommes pas... Nous sommes tous des Camerounais. Est-ce qu'on parlait de tout de on coupe l'eau là-bas? On ne peut pas couper l'eau. C'est le chef de l'État. C'est le chef de l'État. Qui a mis le chef d'État là-bas? C'est la population qui vote le chef de l'État. Oui. Et si lui il dort bien, il doit tout faire pour que nous qui sommes aussi en bas, que nous dormions aussi bien. Politique et il fait ça et puis il n'y a pas l'eau depuis une semaine. Même à Makepe, il n'y a pas l'eau. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas l'eau à Makepe? Vous dites, ouais, c'est vous. Je dis que le ministre actuel, il ne fait pas son travail parce qu'il n'anticipe pas. Le ministre actuel de l'eau et de l'énergie, il n'anticipe pas. Il n'a pas encore fait mieux que celui qui est allé en prison, qui récupère l'argent que Atangana Kuna a amené en prison, qui achète les générateurs pour anticiper par rapport aux coupures. Moi, je demande à la population camerounaise, réclamez vos droits. Personne ne viendra dans vos chambres, dans vos salons, pour vous donner la possibilité d'avoir de l'eau. Si vous ne réclamez pas de l'eau, c'est un droit fondamental. Parce que c'est ce que même la Constitution demande, que nous devons avoir l'eau, l'électricité, tout, un domicile. Donc il est inadmissible jusqu'à cette heure-ci, en 2021, qu'il n'y ait pas de l'eau et de l'électricité au Cameroun. Moi, j'interpelle tous les ingénieurs qui peuvent mettre en place le projet de l'énergie solaire au Cameroun. Ok. Maridou, le communiqué de la communauté de Kamwata dit que dès le retour de la normale de l'électricité demain, l'eau pourra revenir dans les foyers. Monsieur Alain Otto, oui. Je dis et je redis qu'on doit anticiper sur des coupures. Moi, je travaille dans le réseau. Dès qu'il y a coupure de l'eau, il y a un relais, le générateur prend le relais. Sinon, nous ne serions pas en train d'appeler ni de recevoir. Je souhaite que Kamwata fasse la même chose. Le Cameroun a les moyens pour mener des projets structurants, pour permettre à tous les Camerounais d'être à l'aise. C'est déjà fait, le chef d'État. Si vous ne pouvez pas, vous savez ce que c'est que ne pas avoir de l'eau dans un pays ou bien dans un ménage. Vous avez des enfants qui partent aux toilettes pour quelques heures seulement, ce que ça fait. La maison peut puer. Combien de Camerounais peuvent s'acheter de l'eau de source?
pour pouvoir alimenter leur maison. Ne racontez pas n'importe quoi. Le SMIC du Cameroun est à 30 000 francs. Vous savez, combien de Camerounais peuvent s'offrir une bouteille d'eau comme ça? C'est 36 000. C'est 30 000. Et vous savez que le minéral est moins cher. Si on retire la taxe, c'est 30 000 qui va empocher dans sa poche. Il ne va pas vous devez comprendre que le chef je suis en train de dire arrêtez de narguer les Camerounais. On les nargue pas. Arrêtez de narguer les Camerounais. Que l'argent que les détourneurs de fonds publics, des publics ont pris, qui remettent ça pour qu'on utilise ça pour le bien-être des Camerounais. Il faut établir les vérités. Il faut que cela soit établi. Nous ne sommes pas là pour faire la politique. Maintenant, on parle de l'eau. C'est un fait concret. Toi-même, tu en souffres. Le ministre a donné des instructions à la Sonatrach et à Eniro la semaine dernière. Mettez en place l'énergie solaire. Madame, tous les pays du monde, vous payez des impôts pour que l'État a une planche à billets pour fabriquer de l'argent. C'est parce que les populations payent les impôts qu'on réussit à avoir l'énergie solaire. Vous croyez que ça se passe comment? Vous croyez qu'on achète l'argent qu'on détourne, ceux qui sont en prison depuis des années, ceux qui sont en prison depuis des années, qui ont détourné des milliards. Pensez-vous qu'un milliard, est-ce qu'un seul Camerounais peut finir 1 milliard en 5 ans? Merci. Je vous ai donné votre temps de parole. C'était pour équilibrer les choses. Vous n'avez pas eu assez de temps lors de la première partie. C'est pourquoi je vous ai laissé. Edmond Kouyaté. Voilà, Edmond Kouyaté, justement. Maridou a parlé de l'anticipation. Est-ce que ce problème de l'absence d'énergie venant de Ayato, c'est une raison qui, à vos yeux, tient? Du tout. Non, du tout. Je crois qu'il ne faut pas s'accrocher sur... il ne faut pas s'accrocher sur des petits éléments comme ça pour justifier l'incurie et l'incompétence. Oui. C'est assez irresponsable de la part de Camwater. Je dois rappeler que lorsqu'on souscrit à un contrat auprès de Camwater, c'est pour une fourniture d'eau constante et permanente. Oui. Mais je mets quiconque à défi. Même si on vous informe de ce que demain il peut arriver. Il peut y avoir des cas de force majeure. Oui. Mais je dis l'absence d'énergie ne devrait pas être un cas de force majeure. Il peut y avoir des cas de force majeure comme par exemple la destruction des installations, oui, ou alors un cas de catastrophe naturelle qui sabote n'est-ce pas, les installations. Là, c'est un cas de force majeure. Mais l'absence d'énergie, mais mon Dieu, c'est comme si les opérateurs de téléphonie vous disent par exemple aujourd'hui que vous ne pouvez plus avoir accès au réseau parce qu'il y a eu coupure d'énergie. Vous avez bien vu, si vous parcourez les pylônes, les zones d'installation des pylônes des opérateurs d'énergie, de téléphonie, vous verrez qu'il y a des groupes de relais, n'est-ce pas, pour pallier au manque d'énergie lorsqu'il y a coupure, n'est-ce pas, d'énergie. Donc je vais dire tout simplement que c'est un peu ahurissant parce que si on met de côté ce problème, je mets quiconque à défi à Douala de me dire s'il reçoit l'eau, n'est-ce pas, 30 jours sur 30. Je mets quiconque à défi. Moi, je suis même surpris par ce communiqué. Parce que moi, j'ai jamais eu l'eau à Douala de manière permanente et de manière constante. Je ne l'ai jamais reçu. Je ne suis pas dans le quartier le plus reculé de Douala quand même. Je suis pas en périphérie, je suis au cœur de la ville. Et donc, si moi, je n'ai pas l'eau tous les jours, je ne veux pas savoir quel est le sort de ceux qui se retrouvent en périphérie. Je crois que c'est des gens qui ne reçoivent pas l'eau. Et même, quand vous recevez de l'eau, parfois la qualité est très mauvaise. Vous savez pourquoi? Parce que dites-vous bien, les installations de Camwater datent des années d'indépendance, c'est-à-dire 40 ans. Donc vous avez des tuyaux, à l'époque, c'était pas du PVC comme en ce moment, c'était des tuyaux galvanisés. Et donc, avec le temps, il y a une sédimentation des grosses particules dans les tuyaux qui font en sorte qu'il y a des dépôts et lorsqu'il y a coupure d'eau, et on renvoie l'eau avec une forte pression, ça balaie ces particules-là et c'est ça que vous recevez dans vos robinets à la maison. Pourquoi est-ce que Camwater ne peut pas penser, n'est-ce pas, à faire des installations nouvelles, cette fois-ci avec, n'est-ce pas, des équipements assez appropriés? Parce que je dis bien en 1960, quand on installait, dans les années 60-70, quand on faisait les installations, à l'époque c'était SNEC, quand on faisait ces installations, c'était avec des tuyaux en acier galva. Tout le monde sait comment ça retient des particules. Ce sont les PVC qui laissent circuler tout parce que c'est glissant. Et aujourd'hui, il y a des PVC assez spécialisés pour ne pas retenir des particules.
que Camwater ne le fait pas. Et donc, je vais dire que c'est quand même assez curieux que Camwater justifie, n'est-ce pas, cette incongruité-là, justifie son incurie par un problème programmer de l'énergie à la station de production de Yato. Non, je trouve ça assez léger, c'est assez désinvolte de la part de Camwater. Il faudrait déjà qu'ils nous disent pourquoi est-ce qu'on n'a pas l'eau de manière constante dans une ville comme Douala qui est arrosée, n'est-ce pas, de tous côtés par, vous avez le Vouri, vous avez des cours d'eau un peu partout, qu'on en vienne. Les gens certains Camerounais pensent même souvent que lorsque l'eau part de la station de traitement, c'est déjà sale. Non. Si vous prenez l'eau à la station de traitement, c'est l'eau la plus potable qui puisse être. Vous la buvez, vous n'avez pas de problème. Mais seulement lorsque ça circule dans ces canaux-là, qui ont été installés il y a de cela 40 ans, 40 ans, ça fait qu'il y a des dépôts, il y a eu des sédimentations qui se sont formées. Donc, j'ai dit qu'Amwata ne peut pas justifier cette coupure-là. Peut-être parce que Bonanjo est concerné. Peut-être qu'à Bonanjo, il y a l'eau. Je crois que c'est parce que le centre administratif est concerné. Mais sinon, parce nous... Ils n'ont pas la pression. Sinon, nous dans nos quartiers ordinaires, pour nous, avoir l'eau de manière permanente pendant une semaine, c'est plutôt ça l'exploit, c'est plutôt ça l'exception. Pour nous, nous savons que les coupures, c'est tous les jours. Mais il faut qu'on vous arrête recevez avec l'eau ces 2 heures par jour. Quand c'est vous pouvez recevoir parfois dans la nuit. Vous devez vous lever pour faire des réserves d'eau. Donc, je vais dire c'est stressant. Camwater devrait penser à c'est pour ça que je parlais de la concurrence. Il faut une autre société qui va concurrencer Camwater. Je suis d'accord. Vous allez voir il faut libéraliser le secteur d'eau et de l'énergie au Cameroun. Vous allez voir qu'il y aura une avancée. Parce qu'il y a de la stagnation et que les gens ne réfléchissent pas pour l'amélioration des conditions de vie des Camerounais. Voilà. Albin Domo-Tobin, la situation à Tchan, vous connaissez les coupures là-bas 30 jours sur 30, ça coule sans problème. Je comprends la colère d'Edmond et celle de Marie-Do encore plus. Et je crois qu'elle a été la plus virulente sur cette question. Il y a des raisons à cela. Et Martezan. Oui, également, bien sûr, puisque l'eau, c'est la vie. Tout le monde s'il est en colère aussi. Est-ce qu'il est en colère? Il ne se réjouit pas non plus parce que... Non, je ne le dirai pas. Il doit se laver tous les jours. Voilà. Lorsqu'il y a absence... C'est une construction, madame. Non. Le chef de l'État construit. Ce n'est pas le chef de l'État qui viendra te laver à la maison. Tout avoir le même jour. Tu auras besoin de l'eau pour se laver. Ce n'est pas le chef d'État qui viendra. Lui, se lave là-bas. Il n'y a pas de problème. Nous allons attendre les instructions de notre chef. S'il vous plaît, les coupures d'eau n'ont pas de coloration politique. Lorsque vous vous levez le matin et que vous allez au robinet, que vous soyez du RDPC, du SDF ou de toute autre parti politique, lorsque ça ne coule pas, la douleur est la même. Nous sommes déjà la douleur est la même. Donc, mais je voudrais dire quand même qu'il y a une avancée, comme Edmond venait de dire, c'est-à-dire c'est une avancée que d'être prévenu que demain il y aura une coupure d'eau. Généralement, nous constatons tout simplement qu'il n'y a pas de l'eau et nous n'avons même pas où prendre l'information. Donc, à Tchan, par exemple, puisqu'il faut que je parle de Tchan aussi, nous souffrons de cette pénurie et je souscris totalement à la proposition de Marie-Do, c'est-à-dire pourquoi ne pas prendre les dispositions pour que le relais en fourniture d'énergie électrique puisse se faire et que, puisque finalement ça me donne le sentiment que Camwater veut utiliser Eneo comme fusible pour pallier, comme un bon bouc émissaire pour pallier à ses propres insuffisances. Le ministre Gaston Ilundu et Somba l'avaient déjà évoqué la semaine dernière. Déjà la fourniture d'électricité. Le ministre a décrié la situation et a cité deux entreprises, Sonatrel et Eneo. Maintenant, Camwater dit, si je n'arrive pas à fournir la population, si je n'arrive pas à fournir de l'eau potable à la population, seulement pour la journée de demain, c'est parce que Eneo et la Sonatrel ne me fournissent pas, n'ont pas fourni. Monsieur Zang, hier dans la ville de Douala, il y a toujours eu des quartiers qui n'avaient pas l'eau, sauf qu'il n'y avait pas un communiqué là-dessus. Il y a des quartiers qui n'avaient pas l'eau. On a vu le reportage à Pécadis.
PK10, je ne peux pas le dire parce que même dans la journée d'aujourd'hui, nous avons connu également des coupures. Donc le fait d'annoncer, moi j'ai pensé qu'il s'agit tout simplement d'utiliser la Eneo comme bouc émissaire pour parler d'une situation que les Camerounais vivent au quotidien et dans toutes les villes. Je crois que le débat n'est pas sur Eneo parce que c'est aussi une catastrophe entrepreneuriale, c'est cette autre structure. Donc, oui, Martin, voilà une coupure demain, alors qu'il y a les mesures barrières qu'il faut respecter. Comment on va faire demain? Les mesures barrières, on demande de laver les mains. Nous avons le liquide hydroalcoolique. Celui-là n'est pas fini au marché ou dans les pharmacies. Vous avez donné les moyens aux Camerounais. Madame, toutes les populations ont ces liquides. Toutes les populations. Vous avez volé l'argent de la Covid. Vous avez volé l'argent de la Covid. Allez au marché ici à Bonham, je suis là-bas tous les jours. Même le cash-nez, vous n'avez pas pu offrir. C'est vrai que vous avez fait appel à l'insurrection. Vous n'avez pas pu offrir un gel alcoolique au Bayamsé là. Vous êtes la seule. Arrêtez avec votre propagande. À avoir appelé les gars de Bépanda à se rebeller. Ça, c'est ce que tu dis. Mais bon, maintenant, laissez-moi parler du chef de l'État. Le chef de l'État. Je vous ai dit que le chef de l'État a l'eau chez lui. Si vous ne pouvez pas laver les mains, il y a le liquide hydroalcoolique. Respectons les mesures barrières. Nous avons les masques, les cache-nez. Nous n'allons pas seulement mourir pour demain, madame. Voyez-vous. La société fait des efforts, la Camwater a communiqué et vous a dit, voilà le problème, s'il n'y a pas de l'eau demain, voilà, je n'ai pas la fourniture en électricité. Alors, dès que cela est rétabli, les populations camerounaises auront de l'eau très potable, plus potable même que l'eau minérale. Non. Voilà. Ça, c'est du clientélisme, c'est ce que vous faites. Madame, il faut comprendre que le chef de l'État se soucie. Arrêtez un peu de parler du chef de l'État quand on parle parle des vraies choses. On vous parle de l'eau. On vous a dit que le chef de l'État a un problème d'eau. Essayez de couper l'eau là-bas, vous savez personne ne parle ici. C'est le chef de l'État qui parle à l'intérieur du Cameroun et à l'extérieur du Cameroun et pour tous les Camerounais. En parlant du chef de l'État, il a demandé qu'on enquête sur les fonds de la Covid. Oui, j'espère qu'il va nous donner les résultats parce qu'on a déjà vu plusieurs enquêtes. On a déjà vu plusieurs enquêtes qui n'ont abouti à rien. Contre la corruption. Nous, on attend alors les résultats de cette enquête. On attend les résultats de l'enquête de la Covid. Et on veut voir tous ceux qui sont impliqués là-bas en Kondengui. On veut voir tous ces gens-là en Kondengui. Tous ceux qui vont. Le chef d'État a toujours fait ce qu'il dit. C'est la seule personne qui reste constante dans ce pays. Le chef de l'État a donné des instructions et on aura des fruits de ces instructions. Déjà, les enquêtes sont déjà lancées. Il a n'est-ce pas, adressé n'est-ce pas, une correspondance. Il a adressé une correspondance via, n'est-ce pas, le ministre secrétaire général de service de la présidence au ministre de la Justice d'ouvrir une enquête. Nous attendons maintenant la police judiciaire qui est gérée de main d'un grand maître, Martin Barangele. Les éléments de la police judiciaire vont maintenant investiguer avec toutes les institutions qui peuvent, n'est-ce pas, concourir à faire jaillir la vérité. Et le chef de l'État aura donc, n'est-ce pas, le retour de ces enquêtes et les responsabilités seront établies. Je vous dis, madame, c'est la seule personne qui, dans ce pays, dit et fait. Merci. Et nous avons Merci. On est arrivé au terme de cette édition. Merci Edmond Kerté. Je vous vois souriant là. Ouais, c'est parce que je suis un peu amusé. Je suis beaucoup amusé d'ailleurs. Les propos un peu goguenards de Martin Jean sur fond propagandiste d'ailleurs. Mais je voudrais dire que les questions de, je vais dire, d'eau, d'électricité. On parlait d'ailleurs de denrées alimentaires. Il faut savoir que c'est des questions tellement sensibles dans une société que si on y prend garde, ça peut exploser facilement. Merci Albert Ndobon. Merci Serge Alain pour l'invitation. Voilà, merci. Queen Mary, Maridou, merci également. Merci Serge Alain autour. Votre quartier est concerné aussi pour demain? Oui. Notre quartier aussi est concerné. Moi, je voudrais donc interpeller le président de la République qui fouette tous ceux qui empêchent que les conditions de vie des Camerounais s'améliorent. Vous voulez un président fouettant? Oui, il faut un président qui fouette tous les ministres là, qui n'arrivent pas à faire leur travail comme il se doit. Parce qu'il est inadmissible qu'un ministre de l'eau et de l'énergie ne puisse pas anticiper sur les coupures de l'eau en 2021. Qu'il mette en place
c'est-à-dire des pratiques ou des projets qui vont permettre aux Camerounais de vivre dans la quiétude. Martin Zan, merci d'être passé. Oui, merci Serge Alonto. Nous avons fait un très bon débat ce soir. Merci encore. Voilà, merci madame, monsieur. Nous sommes arrivés au terme de cette édition Equinox Soir. Rendez-vous demain lorsqu'il sera 19h. Bonsoir, Bantoum 3, marché des choux.